Ok, voilà, donc nous sommes prêts à étudier maintenant la première partie de ce qu'on appelle la stabilité structurelle ensemble. Après cette longue introduction, je vais peut-être juste faire un seul rappel sur l'introduction qu'on vient d'avoir et qui concerne donc dans un premier temps l'équation qui va nous être le plus utile, qui est cette équation-là, qui traduit donc l'équilibre d'une poutre en grand déplacement. Donc on retrouve l'expression habituelle d'équilibre entre effort intérieur et extérieur au premier ordre. Et ici, on trouve l'expression d'effet de second ordre qui correspondent à un effort axial n constant dans une poutre. Et donc, il ne faut pas faire, bien sûr, ne pas se tromper ou bien faire la différence entre l'effort axial n, qui est un effort dans le sens longitudinal de l'élément qu'on regarde, n, alors que l'effort p est un effort par unité de longueur qui est réparti transversalement, qui éventuellement peut dépendre de x, je ne l'ai pas noté explicitement, mais ça peut être une fonction de x et qui est transversale à la poutre. Ok, donc lorsqu'on n'a pas de charge transversale à la poutre, cette équation dégénère simplement en EI dérivée quatrième de V moins N dérivée seconde de V égale à 0. Cet exemple, je vais le prendre tout de suite pour illustrer, en fait. C'est un exemple que vous connaissez bien, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes de stabilité structurelle. Expliquer donc l'importance de la stabilité. Alors, l'équation d'équilibre, je ne vais pas la rappeler parce que voilà, je viens de la réécrire. J'ai écrit EI dérivée quatrième de V plus N fois la dérivée seconde de V égale 0. Donc je présume qu'on peut intégrer ça une première fois. Dérivée troisième plus N fois la dérivée première est égale à 0. Est égale à une constante. Alors, si on écrit cette constante, on peut particulariser l'équation en L demi pour essayer de calculer cette constante. EI fois la dérivée troisième, c'est l'effort tranchant, puisque c'est la dérivée du moment. Le moment, c'est EI dérivée seconde. Donc ça, c'est l'effort tranchant, et V', c'est la pente. Alors, ce qu'on peut faire, c'est particulariser l'équation en L demi, qui est ce point-là. Pour des raisons de symétrie, l'effort tranchant est nul, et la pente, V de prime, est égale à 0. D'accord? Donc, la constante dont on est en train de parler, si on particularise cette expression qui, normalement, est une expression qui dépend de x, quand on la particularise en x égale L demi, on se rend compte que la constante vaut 0. Alors, on peut encore primitiver une fois supplémentaire, et on obtient EI dérivée seconde de x, donc c'est-à-dire le moment, plus n fois v de x égale constante. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut particulariser l'équation quand x est égal à 0 ou bien L. Par exemple, en 0, en ce point-là, le moment est égal à 0 parce que c'est une rotule, donc le premier terme vaut 0, et le déplacement transversal vaut 0 parce que c'est un appui. Donc la constante est égale à 0, et ça nous donne comme équation cette équation-là. Une autre manière de le voir, ce serait de réécrire directement l'équation d'équilibre à partir d'un équilibre global. Donc ceci, on l'a obtenu à partir d'un équilibre local. C'est une équation qui est tout à fait générale, quelle que soit la forme de la structure, quelle que soit la forme de la poutre, puisqu'on l'a obtenu à partir d'un équilibre sur un élément de poutre de largeur ds, vous vous en souvenez. Mais en fait, on obtient ici une autre équation qui, entre les deux, compte tenu des conditions limites, donc on part d'une équation qui est tout à fait générale, qui est la première, et on lui ajoute des boundary conditions, donc des conditions limites, on obtient une équation d'équilibre qui est particularisée au cas particulier de la poutre qu'on est en train d'étudier. Et donc ce que je voulais simplement dire ici, c'est qu'on aurait pu récupérer ces équations d'équilibre, peut-être de manière un peu plus rapide, sur base d'un équilibre global. En effet, pour une poutre qui est simple comme celle-là, si elle est comprimée avec une charge verticale qui vaut lambda p, on voit que la réaction verticale ici en dessous, elle doit nécessairement être égale à lambda p, puisque c'est la seule composante des réactions verticales qu'on peut avoir. Là, on a une composante horizontale, et ici, on a aussi une composante horizontale. Les deux s'équilibrent, évidemment, à chaque instant. Et donc, si on fait une coupe à une abscisse x qui se trouve ici, et qu'on écrit simplement l'équilibre de la partie inférieure de la poutre, eh bien on va simplement se rendre compte, si on écrit un équilibre de moment autour de ce point-là, on obtient simplement que le moment m doit être équilibré par lambda p fois le déplacement v. Donc m doit être équilibré par lambda p fois le déplacement v de x. Mais si on exprime m comme étant moins EI fois la courbure, eh bien on récupère l'équation qui est l'équation constitutive, qui est celle-là.
Ok, donc m est égal à moins EI fois la courbure, exactement comme ce qu'on a discuté dans la première vidéo. Ok, alors qu'est-ce qu'on constate? Donc finalement, c'est l'équation qu'on doit résoudre quand on veut étudier le problème de la stabilité d'une colonne qu'on appelle la colonne d'Euler en raison des travaux d'Euler, avec deux conditions limites. Je pourrais les ajouter en plus sur la dia. C'est V de 0 égale 0 et V de L égale 0. Si on avait considéré, juste en parenthèse, si on avait considéré l'équation d'ordre 4, qui est l'équation plus générale, il nous aurait fallu deux conditions limites supplémentaires. Les conditions limites supplémentaires qu'on aurait utilisées, en plus des conditions qu'on a là-bas, c'était V seconde de 0 égale 0, parce qu'il n'y a pas de moment à une extrémité, et il n'y a pas de moment non plus à l'autre extrémité. D'accord ? Mais on voit bien que si on remplace V par 0 dans l'équation constitutive qui est celle-là, et ça se traduit automatiquement par un moment égal à 0. D'accord ? Donc on ne viole bien sûr pas du tout ces deux conditions limites supplémentaires, elles ont juste été injectées dans l'équation qu'on est en train de résoudre. Voilà, alors, donc ça, je vais entourer l'entièreté parce que ça correspond précisément au problème qu'on veut résoudre. Alors on peut regarder en fait la solution de ce problème-là, et bon, si je vous pose la question, je vous dis résolvez cette équation différentielle, vous allez dire ok, elle est différentielle à coefficient constant, je retourne dans mes cours d'analyse, je sais que je peux la résoudre comme la solution d'un problème homogène. Et donc qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit simplement qu'il faut écrire un polynôme caractéristique, je ne vais pas marquer le détail ici, on peut peut-être l'écrire ensemble. Donc, EI fois V seconde plus lambda P fois V égale 0. C'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Et donc ça veut dire quoi ? Et homogène. Et ça, c'est excessivement important. Homogène. Le fait qu'elle soit homogène traduit la bifurcation de l'équilibre. Vous allez comprendre ça tout de suite dans un instant. Si l'équation n'avait pas été homogène, mais si on avait eu un second membre, différent de 0, par exemple si on avait eu P ici au lieu de 0, on aurait pu en fait représenter une instabilité par divergence. Okay, donc la notion, je vais l'écrire ici pour être complet, si le membre de droite, right hand side, est différent de 0, alors on va avoir une divergence. La distinction entre les deux a déjà été introduite normalement dans un cours d'introduction à la stabilité par mon collègue M. Jaspard. C'est simplement une manière un peu, peut-être plus mathématique de le visualiser ici. On n'abordera pas beaucoup la divergence dans le cadre de ce cours. L'objectif, ça va être de calculer essentiellement des charges critiques qu'on appelle de bifurcation. Et donc l'objet du cours va essentiellement donc considérer des équations qui sont homogènes, de manière à étudier des charges qu'on va appeler des charges critiques, et qu'on calcule donc par bifurcation. Le fait que l'équation soit homogène a une conséquence relativement importante, c'est que la solution V égale 0 est une solution de l'équation différentielle. Pourquoi ? S'il n'y a pas de second membre, évidemment vous voyez qu'on a une équation différentielle linéaire à coefficient constant, donc il suffit de pousser V de x égale à 0 dans le membre de gauche. Ok, j'écris pas toujours les arguments, mais vous avez bien compris que c'est une fonction de x. Si je pousse V de x égale 0 dans le membre de gauche, l'équation est satisfaite. C'est ce qu'on va appeler la solution triviale. Ok ? Et cette solution triviale, elle a l'air triviale. Souvent, on ne s'intéresse pas aux solutions triviales en mathématiques ou en mécanique, mais en réalité, pour nous, cette solution triviale, c'est probablement la solution qui est la plus importante ou la plus intéressante. Pour quelle raison ? Parce que si on est en train de regarder une structure et qu'on voudrait donc qui est soumise à des charges de compression qui pourraient amener à de l'instabilité dans la structure, mais nous, ce qu'on voudrait connaître, c'est la condition de stabilité de la structure dans sa condition initiale. D'accord ? Donc le fait de regarder une configuration d'équilibre, ok, puisque si V égale 0 satisfait l'équation d'équilibre, c'est que c'est une configuration d'équilibre, équation d'équilibre. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de déplacement transversal dans cette structure, la structure est en équilibre. À un moment donné, l'équilibre est perdu, et une instabilité, l'équilibre peut apparaître. D'accord ? Donc, en tout cas, la stabilité, l'équilibre est perdu. Donc, ça, c'est effectivement donc, la configuration initiale de la structure.
et donc elle correspond à un équilibre. Il est indépendant de l'amplitude des sollicitations, puisque quel que soit le lambda P, quel que soit le EI dans cette équation, on voit que V égale 0 est une solution toujours. D'accord? Donc c'est toujours une solution qui est en équilibre, quelle que soit la valeur du multiplicateur lambda P. Alors il y a juste une chose, c'est que on va s'en rendre compte tout de suite, mais bon, vous le savez déjà probablement, si lambda P est inférieur à une valeur critique, qu'on va noter lambda critique fois P, alors on se rendra compte que l'équilibre, il est stable. Et si par contre, lambda P est plus grand que lambda critique fois P, alors l'équilibre il sera instable. Alors nous, ce qui nous intéresse, pour éviter ce qu'on a vu dans les vidéos, comme l'effondrement du réservoir, c'est de déterminer donc la valeur de ce lambda critique, de manière à savoir à partir de quelle valeur d'une charge une structure peut périr par instabilité. Ok, donc, je disais, si vous voulez résoudre cette équation différentielle, vous êtes bien équipé pour la résoudre. Vous allez faire quoi? Vous allez commencer par écrire le polynôme qu'on appelle le polynôme caractéristique. En remplaçant la dérivée seconde par un z carré. Et en remplaçant v par z puissance 0, donc c'est-à-dire 1. Égale 0. Cette équation-là va avoir deux racines. Z est égal à donc moins lambda P sur EI en racine carrée. Donc je vais simplement écrire plus ou moins I, avec I le nombre complexe imaginaire. Fois tout ceci, exposant 1 demi. Ouais, je devrais écrire une racine carrée là-bas. Et donc ça veut dire qu'on a deux solutions qui sont deux solutions indépendantes. On va avoir exponentielle de... Je vais mettre Z1, Z2. On a exponentielle de Z1x plus B, exponentielle de Z2x. Et ça, ce sera la solution de l'équation homogène. Puisqu'il n'y a pas de second membre, ce sera la vraie solution, ou la solution complète de notre problème. Et donc, on a le droit d'emblée de déterminer les deux constantes d'intégration A et B à partir des conditions limites. Alors, vous savez bien que des exponentielles de I, quelque chose, on peut les écrire de manière alternative. Je vais mettre A' ou bien A bar, puisque c'est une autre variable, fois le sinus. Plus facile parfois de travailler avec des sinus et des cosinus. Donc on aura le sinus de racine carrée de lambda P sur EI fois x, plus une autre constante, fois le cosinus de racine carrée de lambda P sur EI fois x. Voilà, comme ceci. On doit utiliser les deux conditions limites. On sait que V de 0 est égal à 0. Quand x est égal à 0, le premier des deux termes tombe. Le deuxième, le cosinus nous donne 1, donc ça nous dit simplement que B bar est égal à 0. Et ensuite, on a une deuxième condition limite, qui est que V de L est égal à 0. Et donc, on arrive à la condition racine carrée de lambda P sur EI fois L égale à 0. Ok, je pense que c'est là qu'on se raccroche qu'on va se raccrocher au dia. Ok, et donc... oui, pardon, fois A bar. Je pourrais le garder ici. Dans les notations suivantes, j'ai vu que j'ai utilisé un V0. Je peux l'appeler V0. Comme ça, on lui donne une signification physique. Voilà. Alors là, on a deux options, en fait. Pour qu'un produit de deux facteurs soit nul, soit c'est V0 qui est égal à 0. Ok, en fait, on le sait déjà bien. Ça démontre simplement que la solution devient V de x égale 0. C'est la solution triviale. Voilà, c'est celle qui nous intéressait. Et puis après, on a une autre possibilité, c'est que le sinus soit égal à 0. Alors, un sinus est égal à 0 quand ton argument est un multiple entier de pi est égal à k fois pi, avec k appartenant à z. Et donc ça veut dire quoi? On peut élever ceci au carré. Si on l'élève au carré, ça va nous donner lambda p est égal à k carré pi carré EI divisé par L carré. Alors là, ça doit vous donner une formule que vous connaissez.
normalement, j'ai repris la formule, elle est tellement importante que je l'ai rappelée ici. Lambda P égale à K carré, pi carré EI sur L carré. Ok, donc ça c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est que V de x au complet est égal à 0. Alors, donc qu'est-ce que ça signifie une solution critique? En fait, ça veut dire qu'il existe une solution triviale, parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, un problème homogène, donc il existe une solution triviale V égale 0. Et alors, ce qu'on vient de voir, tout simplement, c'est que si on voulait, par exemple, représenter l'amplitude du déplacement transversal en un certain endroit de la poutre, par exemple, au tiers de la travée ou à mi-travée, okay, c'est ce que je représente là-bas. Ça, c'est une idée d'un déplacement. Je n'ai pas envie de le préciser de trop, et ça, c'est l'idée d'une force appliquée. Okay, donc, lambda, c'est le multiplicateur critique, le multiplicateur des forces, une force appliquée. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir deux choses. Deux possibilités dans la solution du problème, soit V est égal à 0 partout. Et donc, quel que soit l'endroit où je suis en train de regarder le déplacement, mais j'aurai un déplacement qui est égal à 0. C'est la solution triviale. V est égal à 0 partout. Et l'autre solution, je vais peut-être juste changer de couleur aussi pour être cohérent. L'autre solution, qui est cette solution-là, nous dit que l'autre possibilité pour avoir un équilibre, hein, c'est ça que ça veut dire, puisqu'on a utilisé l'équation d'équilibre pour calculer cette configuration-là, l'autre possibilité, c'est que le multiplicateur de charge soit égal à un multiple de pi carré EI sur L carré, et pas n'importe quel multiple, un multiple K carré, donc une fois, 4 fois, 9 fois, 16 fois, etc., etc. Et donc dans ce cas-là, on voit que la structure est capable de se déformer puisqu'on n'a plus V égale 0 partout. Alors si elle se déforme, on pourrait regarder précisément justement à quoi ressemblerait la déformée. On vient de voir que nécessairement le lambda P devait satisfaire cette relation-là. Et donc si maintenant je prends cette expression pour lambda P et que je la réexprime dans V de x, je vais avoir quoi? A bar fois le sinus. Donc je vais avoir que V de x est égal à A bar, mais que je peux écrire V0, fois le sinus de... Je dois remplacer le racine carrée de lambda P sur EI qu'on voit ici. Je vais le remplacer par la valeur de lambda P. Okay, donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que, justement, le lambda P était égal... la racine carrée de lambda P sur EI est égale à K pi sur L. Et donc, en fait, je vais avoir simplement K pi x sur L. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux possibilités. Soit on a une solution triviale et la structure ne se déforme pas du tout, soit pour certaines valeurs bien précises du multiplicateur des forces, la structure peut éventuellement se déformer dans une configuration qui est donnée par cette expression sinusoïdale. Donc quand k est égal à 1, vous voyez qu'on va récupérer sinus de pi x sur L, et sinus de pi x sur L, ça correspond exactement à la déformée qu'on voit ici. Quand k est égal à 2, on a sinus de 2 pi x sur L, et la configuration déformée qu'on va avoir, c'est celle-là. Quand k est égal à 3, 3 pi x sur L, etc., etc. Et donc on va aller chaque fois de plus en plus haut. Ok, donc ça c'est vraiment juste pour bien poser le contexte et l'appuyer sur une base, je dirais plutôt mathématique assez solide au niveau de la stabilité. Alors quand je dis que la structure peut éventuellement se déformer, c'est tout simplement parce que si maintenant on part d'une valeur de lambda est égale à 0, on a plusieurs solutions. On va, disons, augmenter l'effort appliqué sur la structure. Tout ce que ceci nous dit, c'est que la structure elle est en configuration parfaite, hein, on est bien d'accord. Donc on n'a pas mis d'imperfection initiale, il n'y a pas de charge transversale petit p appliquée sur la poutre, et il n'y a pas d'excentricité nulle part. Et donc la seule possibilité, si on commence à augmenter la sollicitation, c'est que la structure reste rectiligne. Okay, donc cette configuration-là, c'est une structure rectiligne. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il se passe à un moment donné où on va atteindre une certaine charge qui vaut pi carré EI sur L carré, et là on a deux possibilités. Soit on continue, soit on va dans cette direction-là. Et ça dépendra de quoi? En fait, ça va dépendre de la notion de stabilité. Si l'équilibre qui, on va le montrer plus tard, en réalité ici, est stable, si l'équilibre continuait d'être stable ici, eh bien évidemment, on continuerait d'avoir une structure qui ne se déforme pas. Mais si l'équilibre qui est là-bas est instable, ce qui en fait est le cas, nous allons le voir bientôt, eh bien en fait la structure elle va partir plutôt sur une branche qui est une branche qui correspond à une solution qui elle continue d'être stable. Ok, bon, celle-là n'est pas vraiment stable, elle est ce qu'on appelle plutôt neutre ou critique.
et elle est plus vraisemblable que la solution instable. Vous allez comprendre tout de suite dans un instant, donc pourquoi. Voilà. Alors donc ça c'est un exemple qui est un exemple que vous connaissez bien. Je l'appelle un exemple avec un nombre infini de degrés de liberté. Pourquoi est-ce que je l'appelle un nombre infini de degrés de liberté? Ben parce qu'on part d'une équation qui est une équation différentielle, que v est une fonction de x, et si on voulait calculer la configuration déformée de cette structure qui est représentée de façon continue, ben on devrait représenter la valeur du déplacement transversal en une infinité de points le long de l'axe de la poutre. Okay, donc on est vraiment dans un cas limite ici d'une version continue, où on a en principe une infinité de degrés de liberté. Je vais faire un peu plus simple maintenant, et je vais revenir vers un système où on a un seul degré de liberté. Alors vous allez voir que dans la thématique du cours, c'est assez simple. Je vais vous parler d'équilibre pour un système à 1 ddl, pour un système à 2 ddl. En fait, celui-là, je veux simplement dire qu'il a plusieurs degrés de liberté. Et puis, on va essayer de continuer ainsi. Si vous avez bien compris comment on fait pour passer de 1 à 2, la mécanique ou le mécanisme pour passer de 2 à 3 ou n'importe quoi est le même. Et alors, il y a juste un cas particulier, qui est le nombre infini de degrés de liberté. Ça veut dire que là, on a une version qui est une version discrète du problème. Et puis ensuite, on a une version qui est une version continue. La version continue, on l'utilise, on peut la traiter analytiquement et à la main dans des cas simples, comme la colonne d'Euler, comme je viens de l'introduire. À partir du moment où on a besoin d'un ordinateur pour calculer une charge critique, il nous faut absolument une version qui est discrétisée, parce qu'un ordinateur n'a pas une mémoire infinie. D'accord? Donc on va utiliser généralement, typiquement, une méthode continue pour calculer des charges critiques sur des structures simples comme la colonne d'Euler, mais dès qu'on aura des structures un peu plus compliquées, on sera obligé de discrétiser. D'accord? Donc d'où l'importance d'étudier les deux. Voilà. Donc l'exemple que je vais considérer pour aller plus loin, c'est l'exemple de cette colonne-là. On va supposer qu'on a une colonne de longueur L. De nouveau, la configuration initiale est une configuration d'initiale en équilibre et elle est parfaite. Elle est soumise à une charge de compression qui vaut lambda P, et en base, on a un ressort qui est caractérisé par une raideur K. Je rappelle que la raideur d'un ressort, elle est telle qu'elle relie le moment à la rotation. Donc le moment à l'intérieur de ce ressort, c'est un moment intérieur, m est égal à K fois θ, θ étant la rotation relative entre les deux extrémités du ressort. Rotation relative. Ça généralise en termes de rotation le concept bien connu de ressort, comme ceci. J'utilise généralement un petit k dans le cadre d'un ressort en translation, où la force qui doit être nécessaire pour étirer le ressort d'une certaine quantité, F, est égale à K fois X, X étant l'allongement, donc c'est-à-dire le déplacement relatif des extrémités du ressort. D'accord? Donc ici, on parle effectivement aussi d'une rotation relative. Alors, on regarde par exemple sur cette configuration déformée-là, on voit que là, l'angle n'a pas changé. Ici, l'angle a changé d'une quantité phi, donc la rotation relative, elle est égale à phi, précisément dans ce cas-là. Donc là, la rotation vaut 0, et la rotation relative, ok, c'est excessivement important, relative, c'est une source d'erreur régulière, égale à phi. Alors les unités, donc du coup, de la raideur, autant la raideur en translation, ces unités, ce sont des newtons par mètre. Les unités de la raideur en rotation, ce sont des newtons fois mètre, okay, qu'on voit au membre de gauche, divisé par des radians. Donc on a une différence d'unité significative entre le grand K et le petit k, puisqu'il y a des mètres carrés de différence entre les deux. Alors pourquoi est-ce que j'appelle cette structure une structure à 1 degré de liberté? On suppose que la colonne est infiniment raide en flexion. Donc elle peut juste s'incliner, elle ne peut pas se déformer. Et elle a un seul degré de liberté. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où je vous donne la valeur de la rotation phi que vous voyez là-bas, vous connaissez la configuration déformée exactement partout, en chacun des points de la structure. Donc il suffit d'une information, pensez le nombre de degrés de liberté en termes de quantité d'informations qui est nécessaire pour appréhender le problème. Il suffit donc que je vous donne une seule information qui est la rotation en base, et vous êtes capable de dessiner la configuration déformée. Alors, on peut écrire l'équilibre, ça commence toujours de la même manière, c'est 1, écrire l'équilibre, 2,
donc les équations d'équilibre. 2, déterminer les configurations d'équilibre. Systématiquement, vous allez voir qu'on a une solution triviale qui est celle qui nous intéresse. Et puis 3, étudier la stabilité de l'équilibre. Okay, donc on va développer exactement le même schéma que celui qu'on a fait dans le cadre de la poutre continue. On va développer exactement le même schéma pour cette petite structure simple à 1 degré de liberté. Alors, il va falloir qu'on écrive l'équation d'équilibre. Je ne l'ai pas préparée dans les dias. Ça va nous donner l'occasion d'interagir un peu plus. Donc, comment est-ce qu'on ferait pour écrire l'équilibre de cette structure? Évidemment, il est interdit, bien sûr, de repartir de l'équation qui est la même que l'équation qu'on avait tout à l'heure. Okay, interdit de repartir d'une équation locale. Pourquoi? Parce que cette équation locale suppose que la poutre se déforme. Et chez nous, il n'y a pas de courbure dans cette poutre, d'accord? Donc ça, bien sûr, c'est une équation qui ne va pas nous aider. Et on doit repartir sur autre chose. Et autre chose, c'est quoi? C'est simplement un équilibre global dans ce cas-là. Donc si on extériorise la valeur, j'abuse peut-être un petit peu les déplacements ici, si on doit exprimer la valeur du moment de flexion qui se trouve ici en dessous, on a une charge qui vaut lambda p. Là, on a une longueur qui vaut L pour la poutre. Et là, on a un angle phi. Bien, qu'est-ce qu'on va voir? On a la longueur qui se trouve ici, cette longueur-là. Je vais peut-être l'écrire plutôt comme ça. Qu'on peut obtenir simplement en projetant la longueur L avec le sinus de l'angle phi. Elle vaut L fois sinus phi. Et donc le moment de flexion en base, ou le moment d'encastrement, si vous voulez, qui correspond aussi au moment dans le ressort, donc c'est-à-dire K fois phi, okay, grâce à la relation constitutive du ressort, bien ça, par équilibre global, le moment est égal à lambda p fois L sinus phi. Et donc on a comme équation constitutive, on a K phi moins lambda p L sinus phi égale 0. Alors, ce n'est plus une équation différentielle, d'accord, mais cette équation-là, elle est exactement à mettre en parallèle avec l'équation qu'on avait ici, EI dérivée seconde plus lambda p fois V égale 0. EIV dérivée seconde, ça représente le moment à l'intérieur de la poutre, en chacune des abscisses X, d'accord? Parce que là, on avait beaucoup d'abscisses. Mais nous, on n'a plus un moment en plein d'abscisses, puisque le moment dans la poutre, il est nul. On a simplement le moment au niveau de l'encastrement, K fois phi, effort intérieur. Et là, on a quoi? On a simplement un effet de second ordre qui correspond à lambda p fois d'autres termes qu'on arrivera à caractériser un petit peu plus tard. Et ça, c'est égal à 0, donc on a de nouveau une équation homogène. Et si on a une équation homogène, je peux vous le donner en 1000. La solution phi égale 0 est la solution triviale. Et c'est la solution qui nous intéresse. D'accord, donc on a une première solution qui est cette solution-là. Maintenant, ce n'est pas la seule solution à cette équation, on peut en trouver d'autres, évidemment. Hein. On pourrait en trouver d'autres. Et comment est-ce qu'on fait pour en trouver d'autres? C'est un peu compliqué parce qu'on a une équation qui est non linéaire, donc il faut résoudre ça par rapport à phi. Je ne sais pas très bien comment vous expliquer comment on pourrait vraiment faire pour résoudre cette équation-là, mais regardez, si par exemple on isole le sinus de phi, on va voir que le sinus de phi est égal à K sur lambda p L fois phi. Alors on peut essayer d'imaginer une méthode graphique pour arriver à résoudre cette équation-là. Là, je représente le sinus de phi, c'est le membre de gauche de l'équation. Et puis alors, si le lambda PL est suffisamment grand, et je représente le membre de droite de l'équation, qui est K sur lambda PL phi, en fait, vous voyez bien qu'il existe d'autres intersections, et donc il existe d'autres valeurs de phi que juste phi égale à 0, et qui vont nous permettre d'obtenir une solution au problème. Alors là, vous allez dire que j'ai peut-être un peu abusé de nouveau, parce que j'ai pris un grand lambda p, de manière à ce que le coefficient K sur lambda PL soit assez petit,
ok, pour avoir une pente très faible. Si dans une version alternative, j'avais fait autre chose, si j'avais dessiné simplement K sur lambda P L fois phi, comme ceci, en supposant que le coefficient qui est là-bas, il est grand, alors que le coefficient qui est là-bas, il est petit, eh bien dans la version en jaune, qu'est-ce qu'on a? On n'a qu'une solution. On n'a qu'une solution. Et alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir apparaître en fait un moment à partir duquel on aura une deuxième solution qui va apparaître au problème. Ok, c'est un peu ce que ce diagramme-là représente. D'une autre manière. Donc on pourrait calculer maintenant, pour être plus pragmatique, on pourrait calculer la valeur de lambda p en fonction de phi. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc, si j'isole plutôt le lambda p, plutôt que de vouloir isoler le sinus de phi, je vais calculer lambda p égale à K sur L fois phi sur sinus phi. Ok. Et K sur L fois phi sur sinus phi, cette équation-là, en réalité, si on la représente, on obtient cette autre courbe, qui est cette courbe-là. Et donc ça montre que on a à nouveau deux solutions au problème. On a une solution qui est une solution triviale, et une deuxième solution qui est une solution qui est non triviale, mais qui est aussi une configuration d'équilibre. Alors si on calcule les valeurs de phi, ou si on regarde la configuration d'équilibre à laquelle on arrive, eh bien en fait on va arriver à représenter des configurations d'équilibre qui sont similaires à celle-là. Alors il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que on a considéré que le sinus de phi pouvait potentiellement être grand. Mais on sait bien que si on a envie de linéariser, le sinus de phi, on va pouvoir le remplacer par phi. Okay, ça c'est valable si phi est petit. Ça veut dire que, et c'est ce qu'on fait généralement dans le domaine du génie civil, on verra d'autres choses l'année prochaine pour ceux qui prennent les cours de complément de structure, mais généralement on fait l'hypothèse que les déplacements, les amplitudes des déplacements sont faibles. C'est pas vrai quand on a par exemple des structures câblées qui ont un comportement significativement non linéaire, mais on peut s'amuser d'abord pour commencer en tout cas à essayer de linéariser. Ça c'est vrai pour de la charpente métallique, c'est vrai pour des voiles, c'est vrai pour beaucoup de plaques, et c'est vrai pour des structures en béton. Donc si on fait ça et qu'on linéarise, qu'on suppose que phi est petit, on va récupérer quoi? On va récupérer lambda p égale à K sur L fois phi sur phi. Je l'écris au complet parce que c'est important vraiment de se rendre compte que les deux phi disparaissent. Et qu'est-ce qu'on a? Égal à K sur L, indépendant de phi. Donc ça veut dire que si on donne une charge lambda p qui doit nécessairement être plus grande que le K sur L, parce que sinon on n'aurait pas de solution autre que la solution triviale, si on donne donc une valeur de lambda p, on est incapable de déterminer la valeur de phi. Et donc ça veut dire qu'en réalité, si on linéarise, eh bien on se retrouve avec une solution qui est une solution comme celle-là. Donc en fait c'est l'un ou l'autre. Okay, donc l'ensemble des deux courbes un peu brunâtres que je viens de dessiner représente les mêmes solutions, soit la version non linéaire complète, soit une version qui a été linéarisée. Dans les équations précédentes qu'on a vues pour la poutre de l'air, dans les équations précédentes qu'on a vues ici, en fait, on a vu que les solutions qui sont les solutions linéarisées. Si on était parti d'une équation différentielle qui est une équation différentielle un petit peu plus compliquée que celle qu'on appelle le modèle, par exemple, de von Karman, est un modèle de poutre qui contient des termes non linéaires, en fait, ce qu'on aurait obtenu, c'est on aurait obtenu quelque chose qui est tout à fait similaire à ce qu'on vient d'observer maintenant. On aurait obtenu ceci. Donc ça, c'était la version non linéaire, et nous, en fait, pour me mettre dans la continuité de ce que vous avez vu avec le cours de M. Jaspard, j'ai étudié la version linéaire. Ok, les versions non linéaires, comme je le disais, on ne va pas trop s'en tracasser pour le moment. C'est simplement pour essayer de mieux comprendre, ici que je l'ai introduit, essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Quand on part d'une configuration au repos, et qu'on augmente progressivement le multiplicateur des charges. Donc qu'est-ce qui se passe si on augmente progressivement le multiplicateur des charges? On part de lambda égale à 0, donc on se trouve ici en dessous, et on va monter progressivement jusqu'à ce point-là. À ce point-là, qu'est-ce qui se passe? On a deux solutions possibles. Soit on continue sur la solution triviale,
c'est-à-dire que la colonne reste verticale et ne bouge pas, soit on part vers une solution qui est une solution qui est avec une certaine amplitude. Et bien en fait, on va pouvoir démontrer, je ne l'ai pas encore fait, c'est la deuxième fois que je vous le dis, on va pouvoir démontrer que cette solution-ci, en fait, correspond à un équilibre qui est un équilibre stable. Cette solution-là correspond à un équilibre qui est un équilibre instable. Ici, on a un point spécifique, mais vraiment très, très spécifique, qui s'appelle un point d'équilibre neutre, ou un état critique. Et on a ensuite un équilibre qui est stable quand on le considère dans sa version non linéaire. Et donc, quand on linéarise le modèle, évidemment, on n'est pas capable de déterminer que la solution non linéaire sera stable, mais dès qu'on quitte cette solution-là, on reste sur un équilibre neutre, et dans la réalité, c'est ce qui se passe. Quand on atteint une charge critique et que la solution triviale devient instable, on va plutôt préférer une solution avec un équilibre neutre linéarisé, parce qu'elle ne fait en réalité que de traduire une version linéarisée d'une solution stable d'un modèle non linéaire. Et donc le schéma précis ou classique qu'on verrait dans la réalité, mais c'est celui-là. Ou bien l'autre symétrique. Alors là, j'ai absolument aucune méthode pour vous dire, ou aucun moyen de vous dire si la structure va basculer d'un côté ou de l'autre, parce que je vous rappelle qu'on est en train d'étudier ici une structure qui est une structure parfaite. Une structure parfaite, donc sans imperfection, qui est parfaitement rectiligne à l'instant initial. Il suffit d'avoir une toute petite imperfection de départ, donc imaginons qu'on parte avec un petit phi pour commencer, au lieu de commencer à un phi égale 0 dans la configuration initiale, bien si on augmente la valeur du multiplicateur de charge, on va tendre vers un comportement qui est comme ceci, et au lieu d'avoir une bifurcation d'équilibre, on va faire face à une divergence de l'équilibre. D'accord? Donc bifurcation, c'est quand on va jusqu'à un point d'équilibre neutre, et l'équilibre bifurque vers autre chose qu'une solution triviale. La divergence, c'est quoi? C'est quand dès le départ, on a une configuration déformée, ou bien des petites imperfections qui font en sorte que l'application d'une petite charge lambda P va faire en sorte que la structure se déforme. Et se déforme jusqu'à avoir un comportement nouveau qui devient instable. Ok, voilà, j'espère que tout ça est clair en termes d'introduction. Donc le programme, il est simple, sur base de ce qu'on vient de dire. On doit d'abord essayer de se tracasser de pouvoir écrire maintenant des équations d'équilibre pour des configurations ou pour des structures qui sont plus compliquées que ce qu'on a étudié. Par exemple, un portique comme celui-là, avec 3 charges, on pourrait très bien se demander quelle est la charge critique. Bien, on a différentes méthodes pour y arriver, équilibre local, global ou bien basé sur de l'énergie. Donc la première tâche, ce sera d'écrire les équations d'équilibre, se rendre compte que ce sont des équations d'équilibre homogènes, constater donc a fortiori que la solution triviale, c'est-à-dire la configuration non déformée de la structure, est une solution qui, au minimum pour les petites valeurs des charges, est stable et nous intéresse, et on voudrait savoir à partir de quand elle devient instable. Et donc ça, on l'étudiera dans une deuxième partie qui visera à étudier la stabilité de la structure. Voilà, c'est le programme de la suite. Une petite pause, ça pose.